Nous sommes ensemble pendant 60 minutes en vue d'ausculter la vie politique nationale, notamment en ce qui concerne le recensement administratif spécial, le rôle du président de la République dans le règlement des conflits au niveau de la sous-région, sans oublier bien évidemment le débat sur l'opportunité d'une révision constitutionnelle ou pas. Alors pour en parler, nous avons sur notre sellette aujourd'hui Vivien Manangou, professeur d'université en droit, l'Université de La Rochelle en France, président de l'association Tchétché Abeto, mais candidat malheureux aux législatives de 2012. Candidat abusé, j'ai envie de dire, monsieur Gibel. Merci une fois de plus de me donner l'occasion de m'exprimer dans votre émission. Pour ce qui est de ma candidature que vous qualifiez de malheureuse, je dirais c'est une candidature abusée puisque à Tchétché 1, il n'y a pas véritablement eu d'élection. Ah bon? Et pourtant, Tchétché 1 a un député aujourd'hui, donc un élu du peuple. Mais il y a beaucoup d'élus, soi-disant du peuple au Congo, qui n'ont pas été élus. Alors, donc, comment vous avez apprécié pour être un peu plus clair, qu'est-ce qui s'est passé, puisque vous étiez candidat dans la première circonscription de Tchétché, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez qualifier une telle élection ou votre candidature? Vous avez dit que vous avez été abusé. Écoutez, tous les habitants de Tchétché savent qu'il n'y a pas véritablement eu d'élection à Tchétché. D'ailleurs, nous avons mis en ligne des vidéos où les jeunes militants cassaient les urnes, déchiraient les listes électorales. Lorsque nous faisions le calcul, le décompte final de quelques voix qui ont pu s'exprimer, on était très loin d'atteindre les 1500 voix pour les candidats. Et puis, curieusement, on en a eu des candidats qui ont atteint plus de 10 000 voix. Vous voyez bien que dans ce genre de situation, on ne peut pas parler d'élection, mais de parodie électorale. Mais la démocratie s'exprimera un jour, à Tchétché comme ailleurs, rassurez-vous. Mais vous êtes juriste de formation, professeur de droit dans une grande université à Paris, plutôt en France. Comment est-ce que vous n'avez pas pu déposer un recours, si je peux l'appeler ainsi, au niveau de la Cour constitutionnelle? Alors, très bonne question. Là, c'est l'occasion, vous me donnez l'occasion de raconter brièvement ce qui s'est réellement passé. En réalité, nous avons réuni l'ensemble des candidats à l'issue du premier tour, à Dispatching International chez M. Jacques Nkombo, qui était aussi candidat. Il y avait tous les candidats lors de cette rencontre, sauf le candidat du PCT. Celui qui a gagné celui qui est actuellement député de Tchétché. Et nous avons discuté des possibilités de faire deux actions. Une action politique qui consisterait à organiser une manifestation devant la commune locale qui faisait office de Conel, et une action judiciaire, puisqu'on avait fait venir deux notaires grâce à M. Mbongo Kolo qui était lui-même candidat du MUST. Donc le recours en inconstitutionnalité était en cours par nos amis notaires qui étaient dans la salle, et la déclaration, le mémorandum avait été rédigé par mes bons soins. Une déclaration qu'on devrait lire devant la télé, devant vos confrères de DVS+. Alors, à quelques heures de la signature, ou à quelques minutes de la signature, la majorité des candidats s'est défilé. Monsieur Toko absent, Monsieur Nkombo ne voulait plus signer. Bon, vous voyez bien que lorsqu'on mène une action collective, il est important que tout le monde signe. Et à mon grand regret, j'ai moi-même, de mes propres mains, déchiré le mémorandum parce que j'avais compris qu'on s'était fait cocufier, et le terme n'est pas fort. On s'était fait cocufier par des gens, au fond, qui ont été les amis objectifs du PCT à Tchétché. Mais encore une fois, la démocratie triomphera un jour.
Comme quoi, il n'y a pas eu d'opposant à Tchétché, sinon que Vivien Manongo. Comme quoi, il y avait eu un seul opposant à Tchétché, c'est Vivien Manongo, en effet. Alors, chers téléspectateurs, vous le savez, nous allons donc, pour lancer nos hostilités, comme toujours, appeler Chip Chivongo, bien entendu, qui va essayer de plancher, de discuter, de conférer avec l'invité sur le débat de la révision constitutionnelle, un débat qui est lancé depuis un certain temps au niveau du Congo-Brazzaville, mais que ce que la diaspora congolaise en France fait comme lecture sur ce débat lancé, eh bien, Chip Chivongo, vous avez Vivien Manongo en face de vous. Justement, Vivien Manongo, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Chivongo. le débat congolais sur la révision constitutionnelle, quelle opinion au sein de la diaspora congolaise? Écoutez, la diaspora congolaise, ce n'est pas une personne, j'ai envie de dire, c'est plusieurs personnes donc, qui ont des considérations différentes, qui ont des points de vue différents. En tout cas, il y a un point qui fait l'unanimité, c'est le refus de la révision de la Constitution. Les membres de la diaspora considèrent, je pense à tort, qu'il ne faut pas modifier la Constitution parce que toute révision serait liée à l'avenir du président de la République actuelle. C'est l'opinion majoritaire, l'opinion dominante. Alors, moi, je porte une opinion minoritaire, mais la démocratie, c'est aussi savoir être minoritaire. C'est une position que j'ai exprimée à plusieurs reprises, d'ailleurs, dans votre antenne. Je suis, moi, pour la révision de la Constitution. Mais je suis pour qu'on révise ce qui ne marche pas, pas ce qui marche. Voilà. Ce qui ne marche pas selon votre opinion ou Selon mon opinion, qui est une opinion minoritaire, comme je viens de le dire. Ok, justement, parlons de ce débat-là, de ce fameux débat qui, depuis là, se dégage au milieu, enfin, au sein de l'opinion nationale qu'internationale, d'une probable révision de la Constitution congolaise. Il n'y a jamais eu communication officielle de la part du président de la République. Il ne s'est jamais exprimé, ni la Cour constitutionnelle. Pourquoi cette fièvre? Pourquoi cette fuite en avant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en fasse un débat, qu'on se dise qu'on va reviser? Il n'y a jamais eu quelque chose d'officiel, une communication officielle nous disant que la Constitution du 20 janvier 2002 sera révisée. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense qu'il y a trois choses qui doivent être soulignées. La première, c'est que contrairement à vos affirmations, le chef de l'État s'est exprimé dans le journal Jeune Afrique. En 2008 alors? En 2000, non, juste après son élection. Juste après son élection de 2009. Voilà, il s'est exprimé. Et dans cette interview, dont j'ai en mémoire, parce que je l'ai commenté, il avait clairement dit qu'il ne serait pas candidat en 2016, à moins que le peuple en décidait autrement. Et que pour que le peuple puisse décider autrement, il fallait donc modifier les dispositions qui l'empêchaient de compétir, c'est-à-dire les articles 57 et 185 de la Constitution. C'était là, évidemment, ça s'appelle en politique un ballon d'essai. Première chose. Deuxième chose, vous êtes sans ignorer, puisque vous êtes un journaliste averti et que vous lisez la presse, que les membres du PCT, beaucoup d'entre eux, écrivent des articles demandant à ce que le chef de l'État se représente une troisième fois. Et là encore, et où est la peur? Et là encore, c'est de nature à susciter un débat. Je n'ai pas peur, je n'ai jamais peur moi. Surtout pas de débattre. Et enfin, dernière chose, la troisième, sans aucun doute, c'est que les Congolais, je pense, dans leur immense majorité, là, aspirent à l'alternance, au changement. Pas parce que le président de la République ne peut pas commander. Moi, je suis convaincu qu'on peut commander au-delà de 76 ans. Mais parce que il est normal et sain dans un pays que les dirigeants se renouvellent. C'est même important pour ceux qui sont aux commandes. Parce que il faut comprendre que le président de la République, ça fait des années qu'il dirige le pays. Et même lui-même, sur sa propre personne, ça doit être une charge énorme. Je ne suis pas sûr que tous les jours, il le vive comme une bénédiction. Justement, Vivien Manongo, jusque-là, le problème est où? C'est juste dans notre pension, tu te dis, il est resté là longtemps, oui. Ou quand il le fait bien, on ne peut pas le laisser là. Où est le problème en fait? Le problème, c'est que le problème de la démocratie, c'est pas que quand il fait bien, il faut le laisser là. Le problème de la démocratie, c'est que lorsqu'on arrive, il faut respecter les règles. Lorsqu'on ne respecte pas les règles, monsieur, expliquez-moi, monsieur Chivongo, pourquoi le Congolais qui construit, j'aime Tchétché, donc je parle de Tchétché, qui construit le petit kiosque à Tchétché, qui se fait déguerpir par monsieur Mabiala, ministre du domaine public, pourquoi ce Congolais devait respecter M. Mabiala, qui prend la décision de le virer de la rue, et ce même Congolais devrait respecter le président de la République qui refuse de se conformer aux règles?
Mais en tout cas, ce que je répète ce que j'ai dit. Jusque-là, le président de la République. Mais justement, jusque-là, Vivien, le président de la République n'a pas refusé de se conformer à la règle. Il n'y a pas de débat dans ce sens. Jusqu'à présent, ce que qu'ils disent alors qu'il ne sera pas candidat, ça permettrait au potentiel candidat du PCT de se préparer. Alors, Vivien Manangou, puisque nous sommes là, en fait, c'est un débat constitutionnel. Oui. Nous sommes dans la Constitution. Quels sont, si vous voulez, les mécanismes qui peuvent amener à une révision constitutionnelle? D'abord, là. Alors, le problème dans notre Constitution, c'est que les dispositions sont assez claires. En réalité, pour que l'on modifie à la Constitution, il faut que le chef de l'État, il faut que le peuple se prononce. Il y a deux possibilités. Il y a soit par l'initiative des parlementaires, soit l'initiative du chef de l'État lui-même. Dans les deux cas, le peuple devra in fine se prononcer. Le problème, c'est que vous connaissez, on a parlé tout à l'heure de la parodie électorale à Tchétché, c'est que vous savez quelle est la faiblesse aujourd'hui de nos moyens électoraux, de nos procédures électorales. Un référendum aujourd'hui conduirait forcément à la victoire de ceux qui organiseraient le référendum. C'est là tout le problème. Parce que vous pensez que cette élection-là où ce référendum ne sera pas fait dans toute la transparence, justice... Vous en doutez? Dans les yeux, vous en doutez? Dans les yeux, vous en doutez? Ça fait depuis 2002 qu'on organise les élections au Congo. Dites-moi quelle est l'élection qui a été organisée correctement. Mais même le PCT le sait, puisqu'ils sont allés à Dolisie. Pourquoi? Si les choses passaient bien. L'opinion internationale a accompagné les élections qu'on a eues dernièrement, ou bien l'élection présidentielle de 2009. Quelle opinion internationale? L'opinion internationale, c'est quelques pays. Quand on dit l'opinion internationale, c'est quelques pays amis du Congo sans aucun doute. Moi, j'habite en France, je n'ai pas vu la France accompagner ou saluer la grande démocratie congolaise. Tout à l'heure, Steve Tuvongo vous posait la question de savoir quelle était la position de la diaspora congolaise sur la révision constitutionnelle. Vous avez dit, vous avez un avis minoritaire qui est celui de vouloir qu'on révise la constitution. Mais si on révise, vous l'avez dit, on aboutira à un référendum qui ne marchera pas. Mais donc vous, comment on va faire pour réviser? Non, c'est pas ça la question. C'est que la question, c'est qu'est-ce qu'on révise? Alors, j'ai un article qui va sortir bientôt dans la semaine africaine où je pose 3 questions. Je dis, pourquoi réviser, comment réviser et qu'est-ce qu'il faut réviser? Voilà, je pense que ces 3 questions sont essentielles pour cadrer la discussion sur la révision constitutionnelle. Alors, pourquoi il faut réviser? D'abord, il faut réviser parce que notre constitution est inadaptée à l'actuelle réalité politique. 2 exemples. La première, la Constitution lie la souveraineté à la citoyenneté. C'est-à-dire que M. Djibel Tchikaya vote parce qu'il est congolais. Vous avez un passeport parce que vous êtes congolais. Même si ce n'est pas toujours évident d'avoir une pièce d'identité, je vais vous en parler. Vous comprenez? Or, il y a quelque temps, le Congo a signé l'acte constitutif de la CEMAC qui aujourd'hui a institué des passeports communautaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Gabonais ont un passeport qui lui permet au Congo de circuler librement, de faire ce que le Congolais fait. C'est-à-dire, c'est un élément de souveraineté que nous avons transféré à la CEMAC. Mais qu'est-ce que dit la Constitution? Nous sommes là en porte-à-faux avec la Constitution. Je suis étonné que personne n'en parle. Il faut que la Constitution aujourd'hui prenne en compte la réalité de la construction communautaire. Personne n'en parle. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où, moi j'appelais ça le régime des apparences. C'est-à-dire qu'on va signer des traités et on n'en tire pas les conséquences dans l'ordre interne. Vous comprenez? La Constitution nous dit mot. Deuxième exemple. En 2012, je vous en parlais hier, la session, je crois que c'était la 12e session au Sénat, 27 ministres interpellés, 4 présents. 27 ministres interpellés, 4 présents. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où le gouvernement n'est pas contrôlé. Vous comprenez? Mais pourquoi le gouvernement? Pourquoi? J'ai suivi plusieurs fois le ministre Yokadir. Nous sommes dans un régime présidentiel, je vais ou je ne vais pas, je rencontre le président. Voilà des éléments objectifs qui doivent conduire à changer la Constitution. Ils peuvent avoir été occupés par des missions professionnelles, non? On n'est pas occupé lorsque la représentation du peuple vous appelle. Si monsieur, je ne sais pas qui ministre est ministre, c'est parce qu'il y a bien un peuple congolais qui accepte qu'il soit ministre. Je vous rappelle que M. Ben Ali avait été élu puis chassé. Donc lorsque les représentants du peuple vous appellent, vous venez vous expliquer quelles que soient par ailleurs vos activités. Ou vous envoyez quelqu'un, un autre ministre, qui vient reprendre à votre place. Mais on ne peut pas comme ça faire la fine bouche lorsque les élus du peuple vous appellent, vous interpellent. Voilà des éléments objectifs qui doivent conduire à une révision de la Constitution. L'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale ne se plaint pas, apparemment. Mais là, ne sanctionne pas. C'est le problème du fait majoritaire, encore une fois. C'est le problème du fait majoritaire. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale a été conçue, le règlement de l'intérieur de l'Assemblée nationale a été conçu de telle sorte que la majorité parlementaire ait tous les pouvoirs.
C'est-à-dire que le règlement d'intérieur de l'Assemblée nationale ne permet pas la libre expression des groupes minoritaires. Et ces groupes minoritaires n'existent pas parce que les élections sont biaisées avant. Donc il faut prendre... Regardez un exemple encore très simple. Nous sommes aujourd'hui dans une situation d'exception puisque les conseils locaux arrivent à fin de mandature. Bon, très bien. Que dit la Constitution? Rien. Non, la Constitution dit qu'il y a une disposition qui dit que jusqu'à ce qu'on installe le nouveau bureau exécutif, l'ancien bureau continue. Mais il y a une période. La Constitution ne dit pas qu'ils peuvent diriger ad vitam aeternam. Et la Constitution ne dit pas qu'il faut par ailleurs que le ministre de l'Intérieur s'arroge les pouvoirs. Parce que là, ce qui s'est passé quoi? C'est qu'on a mis fin à l'organe délibérant, c'est-à-dire aux élus, et on a laissé fonctionner les organes exécutifs. C'est encore plus grave. C'est-à-dire que la démocratie est mise de côté et les administrateurs fonctionnent. Alors que c'est les élus de la démocratie qui doivent continuer. Vous voyez, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'éléments objectifs qui doivent nous animer, doivent nous emmener à une révision de la Constitution. Mais on n'est pas obligé de réviser le nombre de mandats du président de la République. Pourquoi? Alors, comment ça va se passer? Comment ça va se passer tout ça? Comment ça va se passer? Eh bien, il faut que les Congolais soient de bonne foi. Il faut que les Congolais parlent pour le Congo et non pas pour les intérêts politiques ou les intérêts... Lorsque M. Nzo Mathias, qui pendant longtemps nous a expliqué que la Constitution était mauvaise, qu'il fallait la jeter à la poubelle, il a dit sur la sellette. Et aujourd'hui, le même nous explique qu'il ne faut pas toucher à la Constitution parce que tout d'un coup, elle serait devenue bonne. Vous croyez que c'est une attitude responsable? Évidemment que non. Il faut de la constance et de la cohérence en politique. Alors moi, ce que je propose, c'est que cette Constitution soit révisée. Je n'ai pas changé d'avis, elle est toujours mauvaise. Par contre, on ne peut pas la changer complètement. Pourquoi? Parce que lorsque vous changez de Constitution, vous faites appel à l'instabilité. Et nous sommes aujourd'hui, vous le savez, 183e de le classement de Hague Business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que et puis nous captons pas des idées. Vous savez ce qu'on appelle les investissements directs à l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partenaires extérieurs ne viendront pas au Congo parce que le Congo est un pays politiquement instable, qui change de constitution, comme dirait l'autre, pour faire plaisir à votre collègue féminine, la seule. Je vois que votre groupe est macho, puisqu'à chaque fois il y a une seule femme. Il faudra peut-être la prochaine fois qu'il y ait plus de femmes. Et pour faire plaisir donc à notre amie, la seule femme du groupe, tu changes de constitution comme on changerait les Kanzako. Alors, ça, c'est quelque chose qui ne rassure pas la communauté internationale. Donc il faut la modifier. Il faut modifier les points qui ne fonctionnent pas. Je n'ai donné quelques illustrations. En revanche, le mandat du président, on n'a pas besoin d'être changé. D'ailleurs, je vais plus loin. Moi, j'appelle à la sous-pression de l'élection présidentielle. Je l'ai déjà dit, je le redis. Je l'avais dit la dernière fois. Et je me rappelle que c'était M. Mbama qui me disait, mais oui, non, c'est pas M. Mbama. C'était un autre monsieur qui n'est pas là aujourd'hui. Qui disait, mais oui, mais comment voulez-vous qu'on supprime écoutez, vous voyez bien que là, j'ai raison. Puisqu'on arrive à 3 ans de l'élection présidentielle et on a l'impression que le pays n'existe plus. Mais vous croyez pourquoi on parle de la révision de la Constitution? C'est parce que l'élection présidentielle. Supprimons-la. Supprimons cette élection. Vous la remplacez par quoi? Nous la remplacerons par un régime parlementaire intégral. C'est-à-dire que les députés seraient élus dans leur circonscription. Nous aurions un président de la République qui sera élu, non pas élu, mais qui sera, enfin, on va dire élu, qui sera élu par un collège électoral élargi. C'est-à-dire qu'il y aura les conseillers municipaux, les députés, et nous aurons les représentations historiques. Par exemple, le roi de Maluango, le roi de Luango, le roi de Téké. Pourquoi on reconnaît ces rois-là s'ils n'ont aucun pouvoir? S'ils ont, d'ailleurs, quand le président plus vient, je vois, on appelle le roi Luango qui vient, qui donne une espèce de clé, enfin, vous voyez le rituel. Ça, il existe où? Voilà la constitution, il existe où? Le roi Luango, pourquoi on l'appelle, on lui donne les honneurs? Le roi Téké, il est où? La constitution est là, il est où? Monsieur Tivoro, on a un autre, il est où? Il existe où? Voilà. Donc, on peut intégrer ces gens-là, le président aura 2 légitimités, une légitimité politique, qui sera celle des élus, et une légitimité historique qui sera celle des élus, des rois, des chefferies. Voilà, chez nos frères du Nord, il n'y a pas de roi, et les chefferies traditionnelles, ils seront là. Et ce monsieur qui sera élu sera chargé de la représentation internationale et sera chargé des rapports honorifiques. Il n'aura pas de pouvoir public, de compétences publiques fortes. Le Premier ministre, qui sera chef du gouvernement, lui aura des compétences spécifiques. Ce président pourra être élu à vie, on s'en fout, puisqu'il sera là pour la représentation, pour la continuité de l'État, pour la sagesse nationale. Voilà un dispositif qui peut permettre de mettre d'accord tous ceux qui se battent pour l'élection présidentielle. Justement, nous avons affaire à un juriste. Allons donc aux articles, puisqu'on parle depuis là, on ne peut pas reviser, on ne peut pas reviser tel article. L'article, puisque nous avons la Constitution devant nous, l'article 57 nous dit du titre 5 du pouvoir exécutif, le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois. La langue veut me fausser. Ouais. Alors, que pensez-vous de cet article?
Cet article, il est mauvais. Il est mauvais. Il est mauvais. Il est bon dans ce qu'il y a une clause limitative de nombre de mandats, c'est-à-dire qu'il précise bien qu'il faut qu'un seul mandat, très bien. Il est mauvais parce qu'il prévoit 7 ans de gouvernance. Il n'y a qu'en Afrique que les gens sont élus pour 7 ans, avec autant de pouvoir. Le président de la République, vous vous rendez compte? Moi, j'ai écrit pour le Congo, j'ai dit qu'au Congo, il y a ce qu'on appelle le principe de superposition. C'est-à-dire que vous avez un président qui est superposé avec l'armée, qui lui permet de conserver le pouvoir, d'accord? Superposé avec un parti politique puissant, qui lui permet de contrôler le pouvoir politique, et superposé avec une ethnie qui lui permet d'avoir tous les cadres du pays. Comment on appelle ça? Non, peut-être une image. C'est un cadre que l'on retrouve aussi au Cameroun, que l'on retrouve dans certains pays, au Gabon. Et ce cadre-là ne peut pas permettre l'émergence d'une véritable démocratie. Pourquoi faire 7 ans? Lorsque aux États-Unis, plus de 300 millions d'habitants, première puissance économique du monde, on fait 4 ans. La France, parce qu'il faut se rappeler pourquoi on fait 7 ans. C'est qu'en France, c'est la constitution française de 75, les lois constitutionnelles de 75, qui a inauguré le mandat de septennat. Pourquoi? Parce que les républicains français, les monarchistes français de 75, avaient pour objectif, en choisissant celui qu'on appelait le duc de Bouglio, c'était un espèce de type rêveur, qui devait être là. En fait, on l'a dit, on va le mettre là pour 7 ans, et en attendant que les républicains se fatiguent pour remettre la monarchie. Donc en fait, l'idée du septennat, c'est qu'il y ait une transition entre la République et la monarchie. Est-ce qu'on veut devenir un royaume au Congo? Et donc nous, on copie à l'aveuglette? Nous, on a copié. Non, on n'a pas copié à l'aveuglette. On a copié. Non, ce n'était pas l'aveuglette. On a manipulé la copie. C'est une greffe manipulée, instrumentalisée. Ah bon. Aujourd'hui, il faut revenir à des mandats raisonnables, c'est-à-dire 5 ans. Vivien Manangou ne se contredit pas. Non. Il nous reste 2 minutes. Vous avez parlé de la royauté, qu'un président pouvait être là à vie. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a le principe... pourquoi vous faites un problème? Non, il y a le principe du renouvellement de mandat. Il est à vie, il a un mandat de 5 ans, et au bout de 5 ans, si les Congolais veulent lui faire confiance, c'est-à-dire les Congolais dont j'ai expliqué le contour, ils vont à nouveau l'élire et ils seront là pour 5 ans, non pas 7 ans. Alors nous allons clore avec ce débat sur la Constitution ou la révision de la Constitution. Tout à l'heure, dans tout ce que nous faisons, c'est qu'à la fin, il faut qu'il y ait une élection pour qu'on révise. Or, l'élection, vous l'avez dit au Congo, tout le processus est vicié. Ça veut dire que Mathias Zo a raison pour dire qu'on le laisse là, qu'on la laisse là pour s'agir de la Constitution, pour qu'au moins que celui qui est là ne manipule pas l'élection. Mais qu'est-ce qu'il dit à Mathias Zo qu'en 2016 l'élection ne sera pas viciée? Même si on mettait M. Ayessa à la place de M. Sassou.